On va aller un peu plus loin en parlant de financement lors d'une reprise d'entreprise. Alors, j'inviterai donc parmi nous Olivier Gagnon-Lacourcière, que vous avez eu l'honneur de voir tout à l'heure. Rebonjour, Olivier. Rebonjour, Camille. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous pour une seconde fois dans la journée. Vous aurez donc une discussion. Il va y avoir une période de questions. Alors, cher public, je vous invite à les poser dans la discussion instantanée et Olivier pourra là, les aborder finalement avec Benoît Charpentier, que je vous laisse présenter. Je vous laisse la parole. Merci, Camille. Bonjour, Benoît. Ça va bien? Bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Comment ne pas bien aller, honnêtement, après le discours de M. Dufour? C'était passionnant à écouter, donc très content d'enchaîner avec toi. Ouais, moi aussi. Donc, je me suis déjà un peu présenté plus tôt aujourd'hui, directeur transfert d'entreprise au Mouvement Desjardins. Je te laisserai te laisser te présenter avant qu'on tombe dans le vif du sujet. Donc, si tu veux rapidement nous faire un peu ton background et ton parcours pour le bénéfice des personnes à l'écoute. Parfait. Ça va me faire grand plaisir. Bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Mon cheminement est assez direct, je dirais, au niveau du reprenariat. J'ai toujours su que je voulais être en affaires, ce qui fait que mes études ont toutes été dirigées dans ce sens-là. J'ai un bac en management. J'étais allé chercher le titre de CPA par la suite en comptabilité. Puis j'ai étudié aussi au MBA en management. Donc, c'est plus la gestion globale d'une entreprise qui m'a toujours intéressé. Fait que je me définis pas mal comme un spécialiste de pas grand-chose, mais pas pire dans tout. Fait que au niveau scolaire, c'est un petit peu ça. Puis par la suite, ce qui m'a amené à travailler dans une belle entreprise, pour ne pas la nommer, Groupe Poilalto, pendant 14 ans, dans laquelle j'ai été un repreneur interne. Donc, j'ai racheté une partie des actions. J'étais minoritaire là à partir de 2008-9 jusqu'à 2014, avec un autre partenaire à moi aussi où on était deux minoritaires, pendant donc 4, 5, 6 années. Et pour différentes raisons, le partenariat n'a pas continué de racheter l'entreprise au complet. Ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait que dans les négociations avec notre avocat, ça a été un drôle d'hasard, mais il nous a demandé, les gars, qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Puis il a dit, on regarde pour une autre entreprise. Et il y avait une entreprise, lui, à vendre, son entreprise à lui et à sa conjointe, qui nous a offert. Puis, ma foi, ça nous a intéressé beaucoup, ce qui fait qu'on a passé du reprenariat interne à racheter une entreprise externe qui était totalement dans un autre secteur d'activité. Groupe Poilalto était dans les plastiques, manufacturier, distributeur. Puis là, on a racheté Multioption Nursing en 2015, qui est une entreprise dans le service, dans le placement de professionnels de la santé, ce qui fait que c'était totalement différent. Mais à la base, ce qui nous a allumé beaucoup sur ce projet-là, c'est que c'était très, très niché, Multioption Nursing. Donc, on a racheté en 2015. C'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est ressources de la santé, mais en région éloignée. Donc, on place dans tout ce qui est communauté autochtone, on place au Nunavut, dans le nord du Québec. On place la Côte-Nord, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Donc, ça nous a allumé beaucoup. Un, que ça soit en santé, et deux, que ce soit dans des régions extrêmement nichées. Fait que, on trouvait que c'était très distinctif. De fil en aiguille avec mon associé, la business s'est développée énormément. Et j'avais un autre partenaire d'affaires dans lequel on avait plus de l'immobilier. Et en 2019, on a décidé d'acheter une autre entreprise qui s'appelle Metal Meroc. Donc, une autre belle petite entreprise d'une vingtaine d'employés, 20-25 employés maintenant, et qui est totalement dans un autre secteur aussi, qui est dans la construction, donc dans les métaux ouvrés, mais qui a un lien pas mal plus direct avec ce qu'on faisait chez Groupe Poilalto, qui était du plastique, de la transformation plastique. Là, c'est la même chose, mais en transformation métal. Fait que il y a quand même un certain un fil conducteur entre les deux entreprises. Et depuis là, les deux entreprises ont grandi. Je dirais qu'on est en croissance très, très forte là, depuis les acquisitions. C'était notre objectif. Ça fait un petit topo un petit peu, puis on est toujours à l'affût d'acquisitions potentielles. Là. J'en ai 2 sur mon bureau actuellement qu'on regarde pour le plaisir comme ça. Donc, parcours très, très intéressant, très complet, très pertinent là, pour tout ce qu'on aborde aujourd'hui. Je sais qu'on a une demi-heure là, où on doit plus parler de financement. Par contre, je m'en voudrais avec quelqu'un comme toi qui est passé par un reprenariat interne et externe.
de ne pas te donner l'opportunité de nous parler là, de est-ce que tu as vu une différence au niveau des processus, au niveau de l'expérience que tu as vécue sur un reprenariat interne versus externe? Comment est-ce que ça s'est passé en général, là, si on ne parle pas uniquement de financement? Ben, c'est évidemment des processus très, très différents qui sont pas dans la même qui sont pas de la même vitesse non plus. Effectivement, les processus sont très différents. Quand tu es de l'interne, c'est beaucoup plus sécurisant pour le vendeur et pour le repreneur parce que tu connais déjà le marché, les clients, les employés. Fait qu'il y a beaucoup de risques qui sont gérés, qui sont diminués. Quand tu es dans l'interne, ben, tu sais si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas ça, si tu as confiance en l'équipe qui est en place, si tu aimes le marché, si tu aimes le produit. Ce qui fait que reprendre à l'interne, l'inconvénient que j'ai vécu, moi, de le reprendre à l'interne, c'est que veux pas, tu es un petit peu toujours à deux conducteurs pendant une bonne période de temps, puis c'est souvent le majoritaire, des fois, de la misère à lâcher prise un petit peu plus, parce que c'est son bébé, puis tu es à l'interne, fait qu'il te voit comme quelqu'un de l'interne. Il te voit comme un enfant. Tandis que quand c'est de l'externe, ben, la personne a déjà en tête de vendre, elle veut juste plus s'en occuper, sa décision est plus claire. L'autre, ça fait tellement graduellement que oui, c'est sécurisant pour tout le monde, mais en même temps, c'est plus difficile d'avoir les coups des franges, c'est plus long. En tout cas, dans mon parcours à moi, c'est la différence que j'ai vue. Évidemment, au niveau du financement, c'est tout un autre game parce que pour les financiers externes, quand tu es un repreneur interne, ben, c'est beaucoup plus sécurisant. Ils savent que tu as géré cette entreprise-là déjà, tu as une connaissance. Donc, pour les financiers, c'est très, très sécurisant du reprenage interne quand c'est possible. Quand on est tombé dans Multi-Option Nursing, mon associé François Hébert et moi, on était deux gars de manufacturier, de distribution. Fait que tomber dans du service en santé, on s'est fait poser la question par nos banquiers, là, vous connaissez pas ça, ça vous inquiète pas, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous n'avez pas de contact là-dedans non plus. Fait que c'est sûr que c'est des processus différents, mais tellement, tellement, tellement challengeant aussi, tellement le fun. Pour le financement, ben, tu sais, la base, je pense que c'est qu'il y ait un bon projet, une bonne entreprise, que ce soit interne ou externe. Je pense que c'est la clé. Puis la clé, c'est de faire ses preuves aussi comme repreneur ou comme équipe de repreneur ou l'équipe de direction en place aussi. Je pense que ça, à la base, quand ça, c'est solide, peu importe que ce soit de l'interne ou de l'externe, le reste se fait quand même assez bien, là. En effet, c'est très important. Puis, oui, on fait le distinctif entre un reprenariat interne et un reprenariat externe. Mais tu as également fait, tu nous en as parlé, 3 acquisitions. Est-ce que le processus a évolué à travers le temps? Est-ce que ta façon de travailler, ta façon de l'aborder a évolué là, à travers les acquisitions? Oui, puis j'ai pas mentionné, mais chez Groupe Polyalto, on avait fait aussi 2 acquisitions de plus petites entreprises que nous, que c'est moi qui avais chapeauté aussi. Fait que c'est certain que j'ai un background plus comptable, plus financier, fait que ça a toujours été un peu plus dans mes dossiers à gérer. Donc, j'avais déjà deux petites acquisitions internes qu'on avait faites sur Groupe Polyalto, fait que je m'étais fait les dents sur le financement à cet effet-là. Avec les méthodes ont évolué, oui, les outils ont évolué, les banquiers ont évolué énormément aussi. Il y a plusieurs années, il y a 10-20 ans, c'était beaucoup plus difficile d'avoir du financement, d'avoir des bonnes conditions. De nos jours, il y a énormément d'argent disponible. Moi, je suis convaincu que c'est beaucoup plus difficile de trouver un bon projet d'acquisition, une bonne cible, que de trouver du bon financement. Des structures de financement, les banquiers sont très, très créatifs de nos jours, sont beaucoup plus flexibles qu'avant. Ce qui fait que oui, le processus, pour moi, il a évolué dans ce sens que les banquiers sont moins frileux qu'avant, sont moins exigeants qu'avant. Mais c'est sûr que c'est basé sur des chiffres. Si tu achètes une entreprise, une cible qui n'est pas rentable, ben là, de beaucoup plus de comptes à rendre, ça va être beaucoup plus difficile. Mais le processus, en gros, moi, ce que j'ai toujours fait quand je fais une acquisition, la base, c'est qu'il faut que moi et ou mes partenaires, on soit convaincus qu'il y a un marché qui est périn pour cette entreprise-là. J'ai jamais, moi, personnellement, en tout cas, j'ai jamais adoré les marchés qui sont qui sont en déclin ou qui sont matures. Fait qu'on essaie d'avoir des marchés qui sont en pleine croissance. Ce qui fait que en ciblant des entreprises qui ont une belle croissance, ça, c'est le premier filtre qu'on utilise. Puis quand le marché et le produit nous parlent, quand on se dit on est fier, on serait fier d'en parler, on serait fier de promouvoir cette entreprise-là, ben là, on va plus loin dans les chiffres. Puis quand les chiffres font du sens, les états financiers, c'est souvent moi qui fais le premier filtre, mais pour beaucoup de gens, ça pourrait être un comptable externe.
qui fait la première analyse de rentabilité, puis voir quelle valeur ça pourrait avoir. Ensuite, ben là, on tombe dans le volet qu'on commence à impliquer les banquiers un petit peu. Moi, le premier bout, j'implique pas du tout les banquiers. On veut juste faire une tête nous-mêmes. Ça vaut-tu la peine ou pas? Ça nous intéresse-tu? C'est-tu quelque chose qu'on serait fier de promouvoir et de dire à nos amis, à nos familles que c'est ça qu'on fait dans la vie, c'est ça notre produit, notre offre? Ça, c'est vraiment le cœur pour nous. Puis ensuite, ben, c'est de s'entourer d'une équipe. Moi, dans mes 2 entreprises, j'ai des partenaires, j'ai un partenaire dans chaque cas, un associé avec moi. Parce que c'est extrêmement sécurisant, c'est extrêmement réconfortant de pouvoir parler à quelqu'un qui est dans ton équipe, qui vit les mêmes réalités que toi, qui a sa chemise au bat aussi. Donc, qui a les mêmes intérêts à ce que ça fonctionne. Fait que moi, je suis un gars d'équipe, puis j'aime pas ça être tout seul là-dedans. Fait que ça, pour moi, c'est important aussi, mais à l'inverse, c'est un mariage. Hein. Un associé, c'est hyper stratégique, hyper important, puis il faut que ça marche. C'est comme un mariage. Ce qui fait que c'est important de bien le choisir. Fait que si je reviens sur le cheminement un petit peu de ça, je fais l'analyse, on regarde un petit peu comment la business, le modèle d'affaires, est-ce que les valeurs cadrent bien avec les nôtres aussi? Il y a des entreprises qu'on a évaluées, qu'on a complètement mis de côté parce que les valeurs internes, la culture organisationnelle, on n'y croyait pas du tout. C'était trop de travail à changer ça, selon nous. Ça allait trop à l'encontre de nos valeurs à nous. Donc, on fait l'analyse. Ensuite, au niveau du financement, quand je commence à impliquer le financement, je ne veux pas l'impliquer à la fin parce que je veux qu'il participe au cheminement. Lui aussi, ça lui donne le temps mes directeurs de compte principaux, ça leur donne le temps de se faire une tête. Et j'ai appris avec le temps que ben, souvent, ils ont des bonnes idées aussi, puis ils m'ont aidé. Comme dans la transaction de Multi-Option Nursing, c'est notre banquier chez Desjardins Capital, pour ne pas le nommer, qui nous a donné une idée, qui nous a délié en fait une impasse qu'on avait dans les négociations en nous proposant le earn-out que je ne connaissais pas à cette étape-là de mon financement. Je n'avais jamais travaillé avec cet outil-là, puis finalement, ça nous a aidé à faire une belle transaction. Fait que je ne sais pas si je réponds un petit peu à la question, mais en fait, la question de base, c'était plus, est-ce que ça a évolué beaucoup? Oui, dans ce sens que l'accessibilité est beaucoup plus grande qu'avant, c'est plus facile. Il y a beaucoup plus d'offres, il y a plus d'outils pour du financement. Oui, parfait. Puis moi, je retiens surtout, tu sais, oui, on parle de financement, puis c'est une portion très importante là, attachée lors d'un transfert d'entreprise. Par contre, si le projet n'est pas bon, s'il n'y a pas beaucoup d'autres éléments qui sont attachés, le financement ne viendra pas tout régler. Donc, comme tu le mentionnes, il faut s'assurer qu'on ait un bon projet, qu'on ait les bonnes personnes en place, les bonnes valeurs organisationnelles là, pour que le projet lève. Puis après ça, le financement vient être un morceau très important, mais ça ne viendra pas régler des problèmes si ceux-ci n'ont pas été adressés là, en amont. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Un bon financement ne va pas être une bouée de sauvetage là, pour une entreprise si le projet était mal réfléchi à la base. Non, en effet. Puis tu sais, on peut en parler un petit peu là, mais au niveau du financement, selon les besoins de chaque entreprise, après ça, il y a différents outils, mais il y a différentes périodes aussi que le financement peut être mis. Tu sais, moi, dans Multi-Option Nursing, on achetait de l'air. C'est une entreprise de service, ce qui fait qu'il n'y a aucun actif tangible. Fait que c'était payer beaucoup de sous pour rien de concret. Fait que ce qui peut être insécurisant pour un banquier et même pour un acheteur. Tu sais, quand tu as un beau building d'1 million et tu payes 1,2 million, c'est moins inquiétant que quand tu payes 2 millions pour juste une liste de comptes clients puis des employés. Par exemple, c'est des chiffres comme ça. Mais ceci étant dit, on a dans Multi-Option Nursing, par exemple, on a utilisé des leverages qui nous donnaient des moratoires de paiement, entre autres les premières années, parce qu'on avait une insécurité sur les fonds de roulement qu'on pourrait générer avec ça. Fait que ça nous a donné un petit congé la première année, les 2 premières années selon le type de prêt, qui nous a sécurisé beaucoup le fonds de roulement, parce que je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais une des choses les plus importantes pour moi, évidemment, c'est le partenariat et c'est l'équipe en place. Ça, je pense que c'est la clé de base du succès, la culture puis les valeurs de l'entreprise. Puis ensuite de ça, c'est d'avoir de l'air. Puis de l'air, c'est du fonds de roulement. Fait que ça, je pense qu'il n'y a rien de plus sécurisant pour un banquier et pour un entrepreneur que d'avoir assez d'air. Fait que moi, dans tous mes financements, je prévois toujours une partie de fonds de roulement excédentaire à ma transaction.
Ce qui fait que, par exemple, la transaction, le vendeur, il veut 4 millions, ben, je vais prévoir un 5-10% excédent juste pour mon fonds de roulement. J'aime mieux pas d'en avoir besoin puis de l'avoir que d'en avoir besoin puis pas l'avoir. Fait que ça, c'est une des choses aussi qui a évolué. On en prévoit plus qu'avant du fonds de roulement dans nos transactions pour se donner plus d'air. Ça a un coût, évidemment, c'est un coût d'intérêt, mais les intérêts sont tellement bas actuellement que cette sécurité-là vaut la peine. C'est comme une police d'assurance, finalement, ça vaut la peine de la prendre. Mais ça se négocie avec les banquiers, bien évidemment. Là. Oui, en effet, le fonds de roulement, c'est de trouver la bonne cible. Ouais, le fonds de roulement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Là. Je pense qu'on ne pourra jamais assez le mentionner, mais s'assurer de négocier un bon fonds de roulement lors d'une transaction, c'est vraiment un élément là, qui est primordial. On ne peut pas passer à côté. Pour ceux qui sont peut-être un peu moins techniques, là, le fonds de roulement, on va plutôt le décrire comme étant la différence entre les actifs court terme et les passifs court terme au bilan de l'entreprise. Puis justement, tu nous as parlé un peu très rapidement là, de paiement sur les excédents des fonds générés sur les 2 premières années en faisant l'acquisition de multi-option nursing. Plus largement, qu'est-ce que tu recherches justement là, dans un montage financier auprès de tes partenaires? Parce qu'évidemment, c'est souvent un mélange de partenaires. Là. Il n'y a pas juste, tu nous as nommé Desjardins Capital, mais il y a souvent un mélange de partenaires. Qu'est-ce que tu recherches auprès de ces partenaires-là, que ce soit comme financement, comme type d'accompagnement également là, qui peuvent t'apporter? Ben, c'est une très bonne question. Il y a différentes choses, puis je dirais que il n'y a pas une recette unique. C'est ça. D'un projet à l'autre, les besoins vont varier. J'ai fait des financements qui avaient du pari passu, c'est-à-dire qu'il y avait 2 banquiers qui se splittaient le prêt en 2 pour diminuer leur risque mutuel. Ça, j'ai fait ça. Ça a du bon, ça sécurise tout le monde, ça diminue le risque des différents banquiers. Il y a de la dette à terme, il y a de la dette subordonnée, donc sans garantie. Les banquiers, même certains banquiers peuvent être même actionnaires dans l'entreprise. Fait que ça, c'est des modèles différents. Moi, j'ai utilisé aussi la balance de prix de vente, le earn-out, qui est plus rattaché au vendeur. Il y a différents... mettons que je prends le multi-option nursing, ben, c'est certain qu'on a eu beaucoup de financement de différentes sources. Il y a notre mise de fonds. Le premier commitment, je pense que dans l'entrepreneur, c'est d'être capable de mettre une mise de fonds. Ça sécurise beaucoup les banquiers. Je sais que c'est pas tout le monde qui a les mêmes mises de fonds disponibles, mais je pense que c'est quand même le banquier aime ça, puis moi j'aime ça que mon partner et moi mettent une mise de fonds aussi parce que ça nous met vraiment au bat, là, ça nous met dans l'étau. Fait que ça, c'est une source que les banquiers aiment qu'on fasse une première étape là. Souvent, ça va autour de le minimum, c'est à peu près 10% de la transaction pour la mise de fonds. Ensuite, de la dette à terme, c'est-à-dire que ça, c'est un prêt normal, comme un prêt sur une maison, par exemple. Qui porte un intérêt beaucoup plus bas. C'est des prêts garantis. Ceux-là, j'y vais au maximum que je peux parce qu'ils coûtent moins cher, parce qu'ils ont une certaine flexibilité. Ensuite, j'ai utilisé aussi Desjardins Capital, comme je l'ai dit, mais j'ai utilisé aussi Investissement Québec. Il y en a un paquet d'autres qui existent, BDC et autres. Fait que, en fait, le bon partenaire va dépendre du projet, je dirais. Et de l'offre du moment, parce que des fois, un partenaire n'est pas très agressif dans un dossier parce que ça ne parle pas. Moi, je l'ai vécu dans le placement de personnel, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de toucher à ça. Tout comme dans Metal Meroc, dans la construction, ben là, il y a d'autres partenaires qui, les autres, la construction, ils aimaient bien ça, puis ils étaient beaucoup plus agressifs pour nous financer dans la construction. Ce qui fait que ça dépend vraiment du projet. Et il y a une partie de risque, parce qu'à un moment donné, sans tomber trop dans le détail, c'est que ça te prend une partie d'équité dans ton deal pour sécuriser le banquier. Et la dette à risque ou sans garantie, est comptée comme de l'équité, ce qui fait que ça aide tes ratios pas de fondement, mais d'endettement, entre autres. Fait que ça, j'en fais toujours un peu, mais je m'assure que cette dette-là soit le plus flexible possible, qu'il y ait des paiements par anticipation qu'on puisse faire, parce qu'elle est plus coûteuse, elles ont garantie, donc le banquier prend un risque supplémentaire. Et donc, je m'assure d'avoir quand même une certaine flexibilité. L'avantage de ce prêt-là, quand c'est sans garantie, ben c'est souvent que il y a des moratoires. Des fois, c'est 12, des fois, c'est 24 mois de paiement. Fait que tu n'as pas de capital à payer au début. Ça aide énormément à la liquidité parce que le jour 1, c'est ça qui est le risque pour l'entrepreneur. C'est que finalement, les fonds générés ne soient pas les mêmes
dans le futur qui ont été dans le passé, parce que tu peux perdre un gros client, un employé clé, qui n'aime pas la nouvelle culture ou quelque chose que ça l'a insécurisé. Fait que pour moi, le bouclier a toujours été les 2-3 premières années. Quand tu passes les 2-3 premières années d'une acquisition, c'est parce que ça a bien fonctionné, puis tu as réussi à faire ça de manière assez transparente ou assez smooth. Ce qui fait que moi, j'aime ça avoir certains congés de paiement, des moratoires, donc les 2 premières années, 1-2 premières années, de manière répartie un petit peu. Ça permet juste d'avoir un petit peu plus d'air. Puis après ça, ben, tu fais des paiements par participation. Après, quand tu as traversé la période un peu plus tumultueuse, j'ai utilisé aussi le fonds relève, le prêt relève, qui est très intéressant aussi, qui est encore un prêt qui est non garanti, qui coûte pas très, très cher, puis que tu n'entends jamais parler de ce partenaire-là non plus, tu n'as pas de compte à rendre après. Fait que ça, c'est intéressant aussi. On en parlera tantôt peut-être, là, les comptes à rendre aussi mensuellement et annuellement. Mais et il y a des outils incroyables aussi que j'adore, c'est la balance de prix de vente et le earn-out. Parce que ça implique le vendeur. Parce que comme repreneur externe, interne, c'est pas grave ça, parce que interne, tu connais déjà le business, t'as pas de crainte qu'il va y avoir des squelettes dans le placard ou que quand il te dit que ça va, que le marché est en pleine croissance puis que l'entreprise peut doubler, le vendeur, il va te dire ça souvent. Ben, si t'es à l'interne, tu le sais si c'est vrai ou pas, là, tu l'as vécu, tu vois avec quelle facilité tu es capable de faire de la croissance. Mais quand tu es de l'externe, il faut que tu crois sans avoir vu. Ce qui fait que la base de prix de vente et le earn-out deviennent extrêmement intéressants pour sécuriser un lien avec le vendeur, pour s'assurer que ce qu'il te dit, ben, que tu vas le faire. Je sais pas si tu veux qu'on explique déjà un petit peu un peu du earn-out de la balance. Oui, justement, je vais juste revenir peut-être sur la première partie de ta réponse, Oui. puis le point qui, pour moi, est très important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de recette magique pour un transfert. On peut pas arriver ici vous dire aujourd'hui, vous allez avoir tant de dettes subordonnées, tant de balance de vente, tant de mise de fonds, puis ça va bien marcher. Il n'y a pas de recette de la sorte. Puis, pour ceux qui vont continuer là, dans la phase 2 du mouvement reprenariat, on va avoir une capsule là, qui est bâtie par Desjardins, où on va aborder là, certains aspects plus techniques justement de la structure de financement. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement trop dans le technique qu'on veut aller, mais ce qui est très important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. On va souvent réutiliser les mêmes ingrédients, avoir plusieurs partenaires, puis après ça, ben, selon le dossier, selon l'entreprise, le mix va se faire différemment. Fait que ça, je pense que c'est un point très intéressant à retenir. Puis justement, après ça, le earn-out, balance de vente, c'était justement le prochain point que je voulais aborder. Rapidement un petit peu, pour enligner ceux qui ne connaissent pas le terme earn-out versus une balance de vente. Balance de vente, souvent, va être payable, coûte que coûte, selon les modalités établies. Donc, qui est payable au vendeur. Le earn-out va être également payable au vendeur, par contre, souvent là, sur l'atteinte d'une performance financière pour les années à venir. Donc, la façon de le voir est très différente. Peut-être nous expliquer un peu justement là, comme repreneur, pourquoi est-ce que tu irais vers une balance de vente, pourquoi est-ce que tu irais vers un earn-out dans certains cas, comment est-ce que tu philosophes là, autour de ces deux points-là? Ben, c'est le earn-out, je vais t'avouer que moi, avant mon acquisition de 2015, chez Multi-Option Nursing, j'avais jamais entendu ça. C'est bien que je sois en finance déjà depuis plus de 20 ans. C'est un volet qui était, en tout cas que moi, qui m'était jamais venu aux oreilles et que, mon Dieu, je tombais en amour avec ce concept-là. Bien que le nom soit plutôt anglophone, ça se traduit pas bien, là, earn-out en français. Non, en effet. Là, c'est une balance de prix variable, grosso modo, là. Mais en fait, moi, la marque, je m'en sers maintenant à 100% des transactions que je regarde, c'est pour délier une impasse sur le prix de vente. C'est aussi simple que ça. Pour moi, si le vendeur il me dit que ça vaut 1,5 million, puis nous autres, on arrive avec des chiffres que ça vaut 1 million, faire un chiffron, ben, je vais lui proposer qu'on mette ça en un autre. Tu me dis qu'on va générer ces fonds-là. Moi, je pense que je vais être plus conservateur dans mon analyse. Moi, je pense pas. Mais si on les génère, ça va me faire plaisir de te payer un out. Donc, normalement, tu peux le mettre sur 2, 3, 5 ans. Donc, c'est splitté, le montant qui est convenu. Il peut avoir des intérêts comme il peut ne pas en avoir. Moi, j'aime mieux, je m'assure. Évidemment, ça dépend toujours de quel côté de la culture que tu es, mais quand tu es un repreneur, assure-toi qu'il n'y ait pas d'intérêt, c'est mieux. Puis qui est perdu si les niveaux sont pas atteints, les niveaux cibles sont pas atteints, ben il est perdu.
Puis les niveaux cibles, c'est quoi? Ben, c'est un niveau de BAYA. C'est souvent ça, moi, c'est ce que je me sers toujours. C'est parce que l'écart, comme j'ai dit, je m'en sers pour des liens d'impasse sur le prix de vente dans ma stratégie à moi. Ce qui fait que puis le prix de vente est généralement en fonction du multiplicateur de BAYA, bénéfice avant impôt, intérêt, amortissement. Il y a plein de façons d'interpréter ça. Quand tu es de l'interne, quand tu es de l'externe, on a des façons plus conservatrices ou moins de le voir. Il y a des redressements qui sont faits que le repreneur n'acceptera pas puis que le vendeur essaie de dire oui, tu n'auras plus cette dépense-là ou c'est arrivé juste une fois. Mais ceci étant dit, ben, si tu t'entends sur un niveau de BAYA représentatif, puis si tu l'atteins, ben, le vendeur a son earn-out. Et si tu ne l'atteins pas, ben, il perd. Fait que c'est intéressant parce que ça peut te permettre d'économiser un prix de vente, mais en même temps, tu ne veux pas économiser parce que ce que tu veux, c'est faire tes BAYA. Tu veux les battre. Donc, tu veux les payer. Puis, moi, ce que j'adore de cet outil-là, c'est que pour moi, c'est le commitment ultime du vendeur. Tu me dis que ça va faire ça, tu y crois. Mais pourquoi tu n'accepterais pas un autre basé sur ce BAYA-là? Dans ce cas-là, si tu me dis que ça le fait, parfait, je vais te payer. Mais il faut que ça le fasse. Fait que ça, pour moi, ça me parle parce que c'est déjà arrivé dans une transaction que la personne n'en voulait absolument pas. Ben moi, pour moi, ça m'a fait peur. Là. Je me dis, OK, c'est parce que dans le fond, tu me dis que ça va le faire, mais tu y crois pas tant que ça. Tu n'es pas prête à laisser un montant qui va être versé si on le fait vraiment. Puis on le met plus conservateur, même souvent, ce BAYA-là. S'il pense que ça va faire, je sais pas, 1 million de BAYA, mais même si on le met à 800 000, je suis satisfait pareil parce que c'est quand même pour une année de transition, 1, 2, 3 ans de transition, c'est quand même pas une descente trop significative. Le jalon à atteindre peut évoluer aussi à travers les années. C'est pas obligé d'être fixe. Tout à fait. Sur les 5 années, ça peut évoluer dans le temps. Donc, je pense que c'est un très bel outil pour moduler la transaction puis le prix payé. C'est un bel outil de négociation à utiliser. Puis, comme tu dis, ben, ça vient un peu s'asseoir ensemble sur le fait que le vendeur est d'accord avec le BAYA qu'on désire atteindre, qu'il croit que l'entreprise peut atteindre. Donc, ça vient vraiment asseoir un peu le prix payé là, en fonction de la performance financière de l'entreprise. Donc, très intéressant à ce niveau-là. J'ai une question qui touche justement les balances de vente. Peut-être que tu saurais y répondre. C'est une question d'un cédant. Est-ce que j'ai intérêt à faire la vente rapidement ou me recommanderiez-vous d'accompagner le repreneur quitte à être payé sur une longue période? Je sais que tu étais plutôt un repreneur. Comment tu vois cette question-là, toi? Eh mon Dieu, ça dépend tellement du projet, du marché. Oui. Ça dépend des risques qu'on y voit. Si on pense que si on accompagne longtemps un repreneur, moi le faire, accompagner longtemps un repreneur, c'est parce que j'aurai un certain bénéfice, soit pour la pérennité de mon entreprise, ou j'aurai un avantage dans le coût. Parce que, tu sais, si les bénéfices continuent à monter sur 3 ans, que j'ai mis 3 ans de montant comme vendeur et que j'ai continué à m'impliquer, ben, je veux être capable d'en bénéficier parce qu'on revient au earn-out. Ça peut être bloqué à un montant de X, mais ça peut être aussi à la hausse. Si le BAYA double, par exemple, ben, il peut y avoir des ententes prises que le vendeur en bénéficie aussi de ces hausses-là. Il reste dans le risque, parce que c'est un petit peu l'essence de la question, si le vendeur reste là encore pendant un bout de temps, ben, il continue à être un peu à risque aussi, ben, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine prime à ça. Mais moi, je l'ai vécu de l'interne, puis c'est difficile d'être trop longtemps à deux, je suis pas sûr que c'est idéalement. Okay. Puis je parle de repreneur-vendeur, là. Je parle pas de deux associés qui sont sur un pied d'égalité. Je parle vraiment de repreneur-vendeur parce qu'à un moment donné, il faut que tu laisses aller le volant. Puis quand c'est son bébé au vendeur, ben c'est difficile de laisser aller le volant. Oui. Puis peut-être à rajouter sur ce point-là, quelque chose qu'on parle pas assez souvent, c'est que vous n'êtes pas obligé de vendre l'entreprise à 100% day one. La transition peut se faire à travers les années. Vous pouvez vendre une première partie d'actions à vos repreneurs, puis par la suite, lorsque la transition est complètement terminée, ben là, vous vendez le reste des actions que vous détenez. Encore là, ben, c'est une belle façon, je crois, de profiter justement là, de la croissance que peut connaître l'entreprise puis de garder toutes les parties intéressées. Mais ce qui est très important de ce que tu nous dis, c'est que c'est bien important d'avoir un plan de match sur qui fait quoi et qui, tu sais, pour pas que repreneurs et vendeurs se marchent dessus là, pendant cette période de transition-là. C'est très, très important. Ouais. Donc,
Je crois qu'on avait terminé tout juste à temps pour le retour de Camille. Et voilà, on s'est bien synchronisé. Alors, je souhaite vraiment vous remercier, Olivier, Benoît. Ça a été super intéressant, très concret. On a eu quelques questions dans le chat auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais nous les prenons toutes en note et on vous les transmettra si jamais vous le voulez. Alors, je vous remercie de votre collaboration et en espérant vous voir bientôt. Merci Camille, merci Benoît. Salut.